Avant d'étudier le fonctionnement du moteur diesel, un bref rappel reprenant le cycle théorique à 4 temps du moteur à essence permettra de découvrir les analogies et les différences qui les caractérisent. Le cycle à 4 temps se décompose de la façon suivante. Premier temps, l'admission. Accompagnant la descente du piston, la soupape d'admission s'ouvre, permettant de remplir le cylindre par un mélange gazeux. Une fois le cylindre rempli, la soupape d'admission se ferme. Deuxième temps, la compression. Les soupapes étant fermées, le piston remonte, ce qui entraîne une élévation de la pression et de la température. Cependant, celle-ci est insuffisante pour réaliser l'auto-inflammation du mélange gazeux. Troisième temps, la combustion. Alors que le piston est au point mort haut, une étincelle à la bougie provoque la combustion du mélange, élevant brutalement la pression. Sous l'action de cette pression, le piston descend. C'est le temps moteur, avec baisse progressive de la pression. Quatrième temps, l'échappement. En remontant, le piston chasse les gaz brûlés contenus dans le cylindre par la soupape d'échappement, qui, en s'ouvrant, détermine une baisse brutale de la pression restante. Et puis, le cycle recommence. Notons pour terminer que le rapport volumétrique est généralement compris entre 7 et 11. Notons que lors de l'admission, c'est un mélange air-combustible qui est introduit. Que le mélange s'enflamme grâce à l'étincelle électrique. Enfin, que la combustion est très rapide. Étudions maintenant ce qui se passe dans un moteur diesel. Le cycle à 4 temps s'applique au diesel de la même façon et correspond également à 4 courses de piston, soit 2 tours de vilebrequin. En effet, nous avons, premier temps, l'admission. Accompagnant la descente du piston, la soupape d'admission s'ouvre, permettant de remplir le cylindre par de l'air. Une fois le cylindre rempli, la soupape d'admission se ferme. Deuxième temps, la compression. Les soupapes étant fermées, le piston remonte, entraînant une très forte pression, donc une élévation de la température, permettant ainsi une éventuelle auto-inflammation d'un mélange air-combustible. Troisième temps, la combustion. Le combustible étant injecté à haute pression, au contact de l'air qui est à haute température, il s'enflamme spontanément et continue à brûler tout le temps que dure l'injection. Sous l'action de la pression, le piston descend, c'est le temps moteur. Nous pouvons remarquer que la combustion dure plus longtemps que dans le cas du moteur à essence. Nous passons maintenant au quatrième temps, l'échappement. Lorsque la soupape d'échappement s'ouvre, la pression dans le cylindre chute brutalement et le piston, en remontant, chasse les gaz brûlés contenus dans le cylindre. Puis, de nouveau, le cycle recommence. Cette description du cycle à 4 temps du moteur diesel suscite quelques remarques. D'abord, le rapport volumétrique est généralement compris entre 15 et 22. Lors de l'admission, le cylindre se remplit d'air. L'injection doit se faire à très haute pression. Le combustible s'enflamme par auto-inflammation et la combustion se prolonge tout le temps que dure l'injection du combustible. Faisons maintenant le point sur ce que nous venons de voir, avant d'aborder plus en détail les différences essentielles entre les deux cycles. Comparons maintenant les deux cycles, moteur à essence, moteur diesel. Sur un schéma, nous allons étudier ce qui se passe théoriquement. Tout d'abord, le cycle de base.
moteur à essence. Première phase, A, B, admission du mélange air-combustible. C'est le premier temps. Deuxième phase, B, C, compression du mélange. Mais l'élévation de température est insuffisante pour provoquer une auto-inflammation. C'est le deuxième temps. Troisième phase, C, D. Élévation brutale de la pression par inflammation du mélange due à une étincelle. Le piston est au point mort haut. Le volume reste donc constant. C'est le début du troisième temps. Puis, en D, E, détente de la masse gazeuse qui repousse le piston. C'est la fin du troisième temps. Enfin, quatrième phase, E, F, chute brutale de la pression par ouverture de la soupape d'échappement. Le piston remonte au point mort haut en chassant les gaz. C'est le quatrième temps. La combustion se fait à volume constant puisqu'elle a théoriquement lieu lorsque le piston est au point mort haut. Étudions maintenant ce qui se passe dans le moteur diesel. Nous avons toujours le cycle à 4 temps, comme nous l'avons déjà vu dans le moteur à essence. Première phase, A, B, admission de l'air, c'est le premier temps. Deuxième phase, B, C, compression de l'air, qui atteint une température suffisante pour provoquer l'inflammation du combustible qui commence à être injecté. C'est le deuxième temps. Troisième phase, C, D. Le combustible s'enflamme. La combustion s'effectue à pression constante alors que le volume des gaz augmente, conséquence du mouvement du piston qui redescend. C'est le début du troisième temps. L'injection étant terminée, en DE, nous avons la détente de la masse gazeuse. C'est la fin du troisième temps. Quatrième phase, E, F, chute brutale de la pression provoquée par l'ouverture de la soupape d'échappement alors que le piston remonte au point mort haut. C'est le quatrième temps. Et là, plusieurs remarques sont à noter. Premièrement, au début de l'injection, la pression monte. Deuxièmement, la combustion dure tant que dure l'injection. Troisièmement, pendant la combustion, le piston commence à descendre. Quatrièmement, la pression est constante puisque son élévation, due à la combustion du mélange, est compensée par l'augmentation du volume due au mouvement du piston. Ce principe est essentiellement appliqué aux moteurs diesel lents, tels les moteurs marins. Nous venons d'aborder deux notions fondamentales. D'abord, la notion de volume constant, notion appliquée aux moteurs à essence. Et ensuite, la notion de pression constante, notion appliquée aux moteurs diesel. Pour bien comprendre ces deux phénomènes, prenons deux exemples. Ainsi, regardons ce qui se passe dans une cartouche de chasse. La poudre est tassée dans un volume V. À l'instant de la percussion, la poudre s'enflamme. La pression augmente brutalement dans le volume V avant le déplacement de la bourre et des plombs. Et maintenant, regardons ce qui se passe dans un mirliton dans lequel on souffle. Ici, il y a introduction d'un petit volume d'air à 0,1 bar, par exemple. Et là, il y a introduction d'un plus grand volume d'air à 0,1 bar, puisque le mirliton s'agrandit. Le volume a donc augmenté, mais non la pression. En conclusion, les différences essentielles entre les deux cycles se trouvent dans le principe d'inflammation, c'est-à-dire au niveau des deuxième et troisième temps du cycle. Nous vous proposons de les analyser dans un petit exercice.
Différents chercheurs, tels que le célèbre Carnot, ont établi des cycles théoriques s'approchant du fonctionnement réel du diesel, mais impossibles à réaliser en pratique. Même le moteur prototype de Rudolf Diesel fut abandonné car trop dangereux, la pression atteignant 250 bars. Le dernier cycle théorique que nous avons décrit dans la deuxième séquence est incompatible avec les moteurs diesel rapides modernes. Notons ici qu'un moteur diesel est dit rapide lorsqu'il dépasse 3000 tours par minute, alors qu'un moteur diesel lent a un régime inférieur à 1500 tours par minute. Alors, comment fonctionnent les diesels rapides? Eh bien, pour cela, on réalise des moteurs utilisant les deux cycles déjà vus. C'est le cycle mixte ou cycle de Sabat, dans lequel la combustion a lieu d'abord à volume constant, puis à pression constante. Par rapport au moteur à essence, quels avantages apporte le moteur diesel? Tout d'abord, un meilleur rendement, car une plus grande quantité de chaleur est transformée en travail. Ensuite, le couple moteur est important et chute moins lors d'une baisse de régime. En outre, les risques d'incendie sont moindres car le point d'inflammation du gazole est plus élevé que celui de l'essence. D'autre part, les gaz d'échappement sont moins polluants. Ils contiennent en effet peu d'oxyde de carbone. Enfin, dans une certaine limite, le prix de revient kilométrique est avantageux. Cependant, il convient de noter certains inconvénients. Le poids du moteur est important, certains organes devant être surdimensionnés à cause de la pression et de la température. Le graissage est délicat. Le moteur est relativement bruyant. Il est en outre plus cher à l'achat que le moteur à essence, car la technicité de la fabrication de certains organes est délicate, notamment la pompe à injection et les injecteurs. Enfin, il demande un entretien plus particulier. Dans le domaine de l'automobile, les diesels rapides, seuls utilisés, se répartissent en deux catégories. Les moteurs dont le régime maximal est d'environ 2000 à 2500 tours. Moteurs qui équipent surtout les véhicules lourds, ne nécessitant pas une grande nervosité. Et d'autre part, les moteurs dont le régime maximal est d'environ 5000 tours, qui équipent les véhicules légers. Ils ont une faible cylindrée, rarement plus de 3 litres, mais ont un fonctionnement plus souple. Il existe plusieurs types de moteurs diesel qui se différencient essentiellement soit par la forme des chambres de combustion, soit par celle de la tête des pistons. Et même parfois les deux, afin de favoriser la combustion et améliorer ainsi le rendement. En fait, il existe deux catégories de moteurs diesel rapides. Le moteur à injection directe. L'injecteur débouche directement dans la chambre de combustion. Et le moteur à injection indirecte. L'injecteur débouche dans ce cas dans une chambre auxiliaire qui communique avec la chambre principale par un canal. Injection à chambre de précombustion. Injection à chambre de turbulence. Injection à chambre auxiliaire de réserve d'air. Mais avant d'aborder au prochain chapitre la description du moteur diesel, nous vous proposons de faire le point. Au cours de ce chapitre, nous allons étudier les différents organes composant un moteur diesel. Les moteurs diesel peuvent exister en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 cylindres et même plus. Ils sont soit en ligne, soit à plat, soit en V.
L'architecture est proche de celle des moteurs à essence, avec toutefois un renforcement des différents éléments compte tenu des pressions internes beaucoup plus élevées. Nous avons le bloc cylindre en fonte perlitique ou en alliage léger et les cylindres alésés directement dans le bloc ou alors comportant des chemises amovibles, humides ou sèches. L'attelage mobile. L'ensemble est fortement dimensionné. Le vilebrequin comportant en général un nombre de paliers correspondant au nombre de manetons plus 1. Dans le cas du moteur diesel, les pistons, pièces vitales, sont appelés à remplir de multiples fonctions, notamment dans la qualité de la combustion. Supportant de très fortes charges, de 70 à 140 bars, suivant le mode d'injection et les études de réalisation, ils peuvent avoir diverses formes. En voici quelques exemples. Remarquez la robustesse de l'ensemble piston, chemise, bielle. La culasse, ou les culasses, car un moteur peut être équipé suivant sa taille de plusieurs culasses, caractérise chaque moteur diesel suivant la forme de la chambre de combustion, la disposition de la chambre de combustion, l'emplacement de l'injecteur, l'emplacement du conduit d'admission. Les culasses sont en fonte ou en alliage léger et comportent tous les éléments des culasses du moteur à essence. Les chambres ou pré-chambres sont soit usinées dans la masse, soit rapportées dans la culasse. La fixation de la culasse au bloc cylindre est réalisée par un nombre important de points de fixation. Si nous comparons les moteurs à essence et diesel, nous pouvons constater moteur à essence, architecture plus légère et plus simple, rapport volumétrique moyen, fabrication plus simple dans les formes et dans les résistances. Moteur diesel, architecture plus lourde, fort rapport volumétrique, fabrication plus complexe, en particulier au niveau de la culasse, des pistons, des segments. Abordons maintenant le graissage du moteur. De par les températures très élevées, les conditions de graissage sont difficiles, notamment au niveau des segments. On conserve le principe de graissage classique, accompagné systématiquement d'un élément filtrant. En outre, il faut employer une huile spécifique et respecter la viscosité prescrite en fonction de la température ambiante. Il faut également respecter la périodicité des vidanges et des nettoyages ou l'échange de l'élément filtrant. Quant au refroidissement du fait des températures très élevées atteintes, il doit être tout spécialement étudié. Les deux systèmes classiques sont utilisés. Le refroidissement par air, le refroidissement par eau. Pour chacun d'eux, on peut remarquer les particularités suivantes. Refroidissement par air. Avantage, simplification d'entretien, gain de poids, sécurité en hiver. Inconvénient, moteur plus bruyant, refroidisseur d'huile indispensable, régulation plus difficile. Refroidissement par eau. Avantage, meilleur refroidissement, moteur moins bruyant, régulation plus facile. Inconvénient, nécessité d'incorporer de l'antigel en hiver et risque de fuite. Le système de refroidissement d'un moteur diesel
doit être toujours en parfait état. Nous vous proposons à présent de découvrir le moteur. Avant d'approcher de plus près le fonctionnement des moteurs diesel rapides modernes, étudions le combustible utilisé dans de tels moteurs. Nous savons que pour les moteurs à essence, on utilise des carburants caractérisés par leurs propriétés antidétonnantes. En ce qui concerne les moteurs diesel, il existe plusieurs combustibles correspondant à des qualités bien précises. Ainsi, pour les moteurs diesel lents en général, le fuel oil, ou le fuel léger, ou encore le fuel domestique. Et pour les moteurs rapides, le gazole. Mais qu'est-ce exactement que le gazole? Eh bien, c'est un dérivé de la distillation du pétrole brut qui, pulvérisé près d'une source de chaleur, s'enflamme spontanément au contact de l'air. Et pour satisfaire aux exigences du moteur diesel, le gazole doit avoir le moins d'impuretés possible, notamment en soufre. Avoir un bon pouvoir calorifique. Avoir une bonne volatilité. Avoir une viscosité très précise pour ne pas perturber l'injection. Avoir un bon indice de cétane, indice caractérisant l'inflammation du gazole. Avoir un point de congélation permettant une utilisation normale par temps froid et évidemment avoir un bon rendement. Notons enfin que le gazole présente l'avantage d'avoir un certain pouvoir lubrifiant. Il reste maintenant à voir comment se déroule la combustion. Et tout d'abord, qu'est-ce que la combustion? Bien, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent dans la chambre de combustion et dans le cylindre lors de la combinaison du combustible et de l'oxygène de l'air. Or, nous savons que le gazole est injecté dans le cylindre à la fin du deuxième temps, l'air étant alors à haute température. Le gazole devrait donc s'enflammer spontanément, puisque soumis à une source de chaleur. Mais ceci n'est vrai qu'en théorie. Car, pratiquement, que se passe-t-il? Pour un cylindre donné, et en partant de l'orifice haute pression de la sortie de la pompe à injection, le combustible doit d'abord circuler dans la tubulure, puis ouvrir l'injecteur, pénétrer dans la chambre. Tout cela, c'est le délai d'injection. Ensuite, à l'intérieur du cylindre, le combustible s'enflamme non pas dès son entrée, mais avec un léger retard, dû au délai d'échauffement des gouttelettes de gazole, puis au délai de la réaction chimique au contact de l'oxygène de l'air surchauffé. C'est le délai d'inflammation. Pour résumer, le délai d'injection, c'est le temps très court qui s'écoule entre la sortie du combustible de la pompe et le début de l'injection. Le délai d'inflammation, c'est le temps très court qui sépare le début de l'injection de l'inflammation du combustible. Après ces délais d'injection et d'inflammation, le combustible introduit dans le cylindre s'enflamme brutalement, entraînant une élévation de température et de pression. Puis, l'injection continuant, le gazole brûle au fur et à mesure de son introduction dans le cylindre, engendrant des pressions élevées, donnant ainsi un bon rendement. Mais pendant tous ces délais, le vilebrequin n'est pas fixe, et si l'on déclenchait l'injection au point mort haut, on aurait une pression maximale bien après le point mort haut. Donc, un mauvais rendement. Il est donc nécessaire de prévoir un calage initial de l'injection, que nous étudierons plus loin. Mais peut-être avez-vous des questions à poser sur le gazole et sa combustion dans un moteur diesel. Nous allons en dernier lieu étudier le circuit d'alimentation en combustible. Il se compose de deux parties.
le circuit basse pression et le circuit haute pression. Regardons tout d'abord le circuit basse pression qui part du réservoir pour arriver à la pompe à injection. Il comporte le réservoir, le pré-filtre, la pompe de préalimentation, le ou les filtres à combustible, les tuyauteries de liaison, un tuyau de retour au réservoir. Décrivons maintenant les composants du circuit. Le réservoir comporte une mise à l'air libre, soit par le bouchon, soit par un autre système. Deux canalisations, une pour l'aspiration, une pour le retour du combustible non utilisé. En général, il est complété par un petit puits de décantation avec un bouchon de vidange permettant le dépôt des impuretés et de l'eau. La pompe de préalimentation existe en deux versions principales. Une pompe à membrane, semblable à une pompe à essence, une pompe à piston, qui est une pompe aspirante et refoulante. Le rôle de la pompe de préalimentation, quel que soit son type, est le même que celui d'une pompe d'alimentation d'un moteur à essence. Les filtres. On a tout d'abord le pré-filtre, qui, placé éventuellement en amont de la pompe d'alimentation, a pour but de stopper les impuretés et l'eau. On a ensuite les filtres proprement dits, qui, placés entre la pompe d'alimentation et la pompe d'injection, ont pour rôle de retenir les particules d'eau émulsionnées dans le gazole, ainsi que les impuretés de l'ordre du micron. Attention, ces filtres sont indispensables et nécessitent un entretien très suivi. Voyons maintenant le circuit haute pression. Il débute à la pompe à injection et comporte les injecteurs ainsi qu'une tuyauterie spéciale capable de supporter de fortes variations de pression pouvant aller jusqu'à 300 bars. Ces tuyauteries ont donc une résistance, une longueur, un diamètre bien déterminés. Leur fixation est précise et ne doit jamais être modifiée. Le combustible non injecté est collecté pour être ramené au réservoir par le circuit de retour. Reste une dernière pièce à étudier, la pompe à injection. C'est le cœur du système. En effet, elle a pour rôle de refouler sous pression le combustible vers les injecteurs en quantité très faible et parfaitement dosée. Notons que pour brûler 1 gramme de gazole, il faut 25 litres d'air. Le principe de l'injection est basé sur le déplacement d'un piston à l'intérieur d'un alésage très précis. Le déplacement étant assuré par une came de commande. Le rôle de ce piston est d'élever la pression du combustible jusqu'à une valeur comprise entre 130 et 200 bars. Voici un élément de pompe correspondant à l'alimentation d'un cylindre. Premier temps, remplissage du combustible. Le piston est au point mort bas. Le gazole pénètre dans la chambre A et, par une rainure, dans la chambre B. Deuxième temps, le début de l'injection. Le piston remonte et bouche les orifices d'alimentation. C'est le début du refoulement. Le gazole comprimé soulève le clapet de décharge et se dirige vers l'injecteur. Troisième temps, la fin de l'injection. Le piston, sous l'action de la came de commande, continue à monter. Dès que la rampe hélicoïdale découvre l'orifice de retour, l'injection cesse brusquement. Une partie du gazole restant dans les chambres A et B retourne dans le corps de la pompe.
Quant à la variation du débit, elle est tout simplement obtenue par rotation du piston. En effet, pour une même montée et suivant la rotation du piston, la rampe hélicoïdale découvre plus ou moins tôt l'orifice de retour. Pour réaliser cette rotation, il suffit de relier le piston à la pédale d'accélérateur par le système de levier de régulation et de réglage. Pour cela, le piston comporte des ergots correspondant aux rainures d'un manchon de commande. Ce dernier comporte une denture externe reliée à une crémaillère. C'est cette dernière qui est reliée par le système de régulation à la pédale d'accélérateur et sous l'action du conducteur sur la pédale, plus ou moins de combustible est injecté, déterminant ainsi le régime du moteur. Bien, nous venons de voir le fonctionnement simplifié et un élément de pompe à injection destiné à alimenter un injecteur, donc un cylindre. Si le moteur comporte plusieurs cylindres, il faut autant d'éléments de pompe que de cylindres. Par exemple, 6 pour un moteur 6 cylindres. On les retrouve regroupés les uns à la suite des autres. C'est donc une pompe en ligne. Eh bien maintenant, faisons le point sur le circuit d'alimentation et le principe de fonctionnement d'une pompe.